Le Hamas a demandé la paix. C'est étonnant, mais voyons pourquoi, quoi, comment et dans quel but. Si tu veux apprendre une langue, va dans le pays où on la parle. Si tu veux comprendre la psychologie d'un peuple, il faut trouver une femme et tenir au moins 1 an, si tu peux bien sûr. Aucun de ces proverbes populaires ne fonctionne en Israël, dans un pays où, avec 7 millions d'habitants, il y a 14 millions d'opinions contradictoires. Néanmoins, si l'on écoute quelques Israéliens fiers, on peut dégager une sorte de moyenne statistique. Vous savez, cette opinion peut changer en 1 seconde. Chez la personne qui vient de l'exprimer, il peut y avoir tout de suite l'opinion complètement opposée, et cette opinion opposée sera exprimée avec la même conviction que la précédente. Le rabbin russophone Michael Finkel compte 105 000 abonnés. Il vit en Israël, il parle de tous les sujets, de la création du monde jusqu'à l'attaque de chars à Gaza. C'est justement de cela qu'il parle, en ce moment. Nous sommes à la veille des derniers combats pour la ville de Gaza, pas pour la bande de Gaza. La bande de Gaza, elle est déjà entièrement contrôlée par Israël, depuis la frontière même avec Israël, jusqu'à et y compris la ville de Rafia, ou Rafah, comme on l'appelle parfois. C'est une ville frontalière avec le Sinaï égyptien, derrière laquelle se tiennent déjà les gardes-frontières égyptiens, pointant leurs fusils automatiques sur leurs frères arabes. Je confirme ? Lorsque pendant l'intifada, les Arabes d'Ab Gauche, c'est un village près de Jérusalem, protégeaient leurs restaurants et magasins remplis de juifs. Pour qu'ils viennent, n'ayant pas peur et achètent les fusils, étaient dirigés précisément vers les villages arabes. À nous, les juifs, on disait « bienvenue » et dépensez votre argent dans nos commerces. J'y suis allé souvent, mon frère vit près de Sarathion. Ils ont été envoyés là pour 2 raisons. La première, comme je l'ai déjà dit, c'est le banditisme de la majorité des habitants de la bande de Gaza. Et la deuxième raison, c'est pour les utiliser comme un bélier contre Israël qui va constamment affaiblir Israël. Il ne reste que la ville de Gaza. La ville de Gaza est déjà prise à 40% par l'armée israélienne. De nombreux quartiers sont sous notre contrôle. Et en ce moment, la préparation est en cours, la préparation de l'assaut. Voici les détails de cette préparation à l'assaut que je voudrais vous présenter aujourd'hui et décrire. Écoutons Ravine, qui va décrire les détails de l'opération militaire en préparation. Alors, mes chers amis, comment allons-nous prendre cette ville de Gaza ? La ville de Gaza est très fortement fortifiée. Là-bas, il ne reste que les derniers survivants du Hamas et nos otages, ceux-là même que les membres du Hamas ont capturés de manière brutale le 7 octobre et emmenés. La plupart de ces otages sont des civils, pas des militaires. Beaucoup d'entre eux participaient à un festival de musique. Comment allons-nous procéder ? À l'heure actuelle, aujourd'hui, notre commandement mène une opération appelée l'opération des tours. Par exemple, hier, nous avons détruit depuis les airs la plus grande tour de Gaza. Elle s'est effondrée et s'est écroulée. Et c'est ainsi que nous allons continuer à agir. Toutes les tours seront détruites. Il n'y a pas de gens dans ces immeubles résidentiels. Qu'y a-t-il là-bas et pourquoi Israël fait-il exploser ces bâtiments et pourquoi nous accuse-t-on de mener la guerre de manière brutale ? Ce sont des plateformes d'observation. Depuis les immeubles élevés occupés par les combattants du Hamas, on peut voir loin ce qui se passe. Ils observent que les positions de l'armée israélienne. Dans ces immeubles, il y a des nids de snipers qui tirent sur nos troupes. La solution est simple, nous ne nous exposerons pas. Les interventions aériennes se font par hélicoptère, avion ou drone. Ils frappent de manière à ce que les structures du bâtiment ne résistent pas et l'immeuble s'effondre et se détruit. Chaque jour, davantage de personnes quittent la bande de Gaza. En arabe, notre armée donne des avertissements par haut-parleur et par notification téléphonique. Quelle communication donnons-nous à la bande de Gaza et à ses habitants ? J'explique. Israël fournit à la bande de Gaza une connexion téléphonique. Ils connaissent bien sûr tous les numéros de téléphone, tous ceux qui les utilisent, où ils se trouvent, et ainsi de suite. Et nous, enfin, Israël, c'est-à-dire appelons ou envoyons des services de messagerie courte en arabe, bien sûr, pour prévenir où et ce que nous allons faire dans 6 heures, parfois 4 heures. Pourquoi ? Pour ne pas tuer. Bien sûr, les terroristes partent aussi, mais nous essayons quand même de ne pas tuer les civils. Je comprends que ça ressemble à « Et vous avez tué 724 830 et un enfant, etc. »
Les gars, prenez ça avec précaution, regardez et écoutez. Aérez un peu votre esprit avant d'écouter la propagande arabe. En plus, nous larguons des tracts avec les mêmes informations, y compris quelle rue emprunter et comment rejoindre le camp le plus proche. Des réfugiés. Là où il y a de l'eau, de la nourriture, il y a aussi des médicaments et tout le reste dont les réfugiés ont besoin. Y compris des écoles pour les enfants, pour que ce soit clair. Et il y a aussi des jardins d'enfants, des crèches également. D'ailleurs, il n'y a aucune pénurie de nourriture, il n'y a pas de famine à Gaza, c'est bien documenté. Par exemple, que Hamas confisque les produits alimentaires aux habitants et les cache, les ouvre, puis dit que la population meurt de faim. Comme les responsables du parti à Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale qui se gavaient de saumon et de caviar, ils en mangeaient en telle quantité qu'ils n'arrivaient même plus à supporter. Voilà alors que la ville étouffait de faim. De même, les membres du Hamas se gavent en privant leurs voisins de tout ce qui pourrait nourrir malades et enfants. L'opération Détour continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun bâtiment dans la ville de Gaza, ou plus précisément, dans les 60% de la ville que nous ne contrôlons pas encore. Et afin d'empêcher les snipers du Hamas de nous surveiller, de nous tirer dessus, et d'empêcher les éclaireurs du Hamas d'indiquer où se déplace notre armée, comme il est écrit dans le livre de l'art ancien de la guerre chinoise, l'essentiel dans la guerre, c'est de tromper. Cela s'appelle autrement, mais l'essence est correcte. Induire l'ennemi en erreur, créer chez lui les émotions, les sensations et l'incompréhension dont tu as besoin concernant ce que tu veux et ce que tu vas faire. Et quand L'armée israélienne a construit une copie exacte de la ville de Gaza en Israël, comme cela se fait à Hollywood, oui. Une copie exacte de la ville de Gaza, chaque maison, chaque rue, chaque ruelle. Et les soldats mémorisent où se trouve chaque chose, pour qu'ils sachent quoi faire lorsqu'ils entreront après, encore une fois, des frappes aériennes, quand il ne restera plus de civils, seulement les bandits du Hamas. Après la préparation d'artillerie, après que les unités blindées, les chars et les véhicules blindés y seront entrés, ce n'est qu'après eux que les unités d'infanterie avanceront. Les démineurs passeront d'abord, car beaucoup d'endroits sont minés et devront être sécurisés. Nous avancerons lentement pour ne pas exposer nos soldats. Théâtre d'opération. Contrairement à beaucoup d'autres armées qui ne connaissent pas la nouvelle ville, nos soldats entreront dans cette ville en la connaissant par cœur. Vous n'avez pas mal entendu, nos soldats entreront dans la ville de Gaza en la connaissant par cœur. Pas mal, n'est-ce pas? Parce que les entraînements dans la ville de Gaza auront lieu dans cette maquette, une maquette grandeur nature ou grandeur nature, des maisons, des magasins, des rues, des ruelles. Ce n'est pas une version miniature de Gaza, mais une copie exacte de la ville de Gaza. Et nos soldats et officiers connaîtront cette ville par cœur à l'avance. C'est très important à comprendre. À la fin de l'entraînement des réservistes sur cette maquette de la ville de Gaza, l'opération commencera. Et quand presque tous les habitants de Gaza seront partis, seuls les combattants du Hamas resteront. Nous faisons tout pour évacuer et sauver les civils, en utilisant nos agents infiltrés chez le Hamas. Il faut comprendre que dans les rangs de cette organisation terroriste et criminelle, reconnue comme telle par la majorité des pays du monde, se trouve notre agent recruté. C'est précisément pour cette raison que nous savons toujours où se réunissent les commandants du Hamas. C'est pour cela que nous connaissons les déplacements de tous les chefs du Hamas. Et nous les éliminons de manière très précise et claire, connaissant à la fois leur itinéraire, leurs appartements conspiratifs et tout le reste. Ils ne peuvent plus se faire confiance, car ils savent qu'à chaque réunion, partout où ils se trouvent, nos yeux et nos oreilles sont présents. Des agents du Mossad Le'aliyabet, des agents des services de renseignement israéliens, des Arabes travaillant pour nous et les représentants les plus dignes de leur peuple qui luttent contre la tyrannie du groupe terroriste Hamas. Je pense qu'en plus de nos yeux, nous avons aussi la haute technologie, dont le Hamas, je dirais même, ne se doute absolument pas. De plus, de nombreux pays, dans le contexte de leur flirt avec leurs nouveaux citoyens arabes, préparent un embargo sur les armes contre Israël. Et hier, le Premier ministre Netanyahou a annoncé la création d'un département spécial qu'il a appelé le Bureau des munitions. C'est-à-dire faire en sorte que nous ne soyons pas pris au dépourvu, que nous ayons toujours des armes afin qu'aucune décision odieuse de l'Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas ou de qui que ce soit d'autre ne puisse nous affecter.
Nous aurons une énorme réserve de munitions, d'armes et de tout le reste. Et bien sûr, dans ce contexte, Israël devient de plus en plus totalement autonome. Il commence déjà à faire pratiquement tout ce qui est nécessaire lui-même, en créant et en lançant de nouvelles usines d'armement. Ne dépendre de personne, c'est un nouveau stade. Une partie du territoire qui existait auparavant. Tout cela, ce sont nos terres historiques, et ainsi de suite. Mais néanmoins, si nous parlons dans la réalité du droit moderne, après la Première Guerre mondiale, l'Organisation de la Société des Nations a finalement reconnu le droit du peuple juif à son propre État. Elle a attribué à l'Angleterre une grande portion, une partie de cette terre historique d'Israël, qui comprenait le territoire de l'actuel Israël, de l'autorité palestinienne, de la bande de Gaza, de la Jordanie, du sud du Liban et de la Syrie. L'Angleterre avait promis de garantir la possibilité de créer un État juif sur ces terres, de laisser les Juifs venir ici et de reconstruire le pays. Nous avons déjà parlé du fait qu'en réalité, la colonisation juive, c'est-à-dire l'installation des Juifs à Jérusalem et en terre de Palestine, la Palestine signifie Jérusalem. Quand quelqu'un parle de créer une Palestine indépendante, en principe, il y a encore quelques décennies, disons il y a 40 ans, exactement, cela ressemblait à la création d'un Israël indépendant au XIXe siècle. À cette époque, la majeure partie de la Palestine était absolument inhabitable. Les régions intérieures étaient des déserts ou des montagnes totalement inhabitées. Déjà 500 ans auparavant, d'abord par les Arabes, puis par les Turcs, les forêts avaient été complètement détruites. Toute la bande côtière, pratiquement de Haïfa à Tel Aviv, était un marécage. Dans ces marécages proliféraient les moustiques porteurs de la malaria, et la majorité de la population, alors peu nombreuse. À la fin du XIXe siècle, selon le recensement ottoman, la population locale était de 240 000 personnes. Sur tout ce vaste territoire, les Ottomans ne distinguaient pas cette terre. Il y avait plusieurs provinces, 240 000 habitants et seulement 25 000 juifs, soit très peu. On a commencé à reboiser, le climat a changé et l'immigration arabe a commencé parce qu'au début, il y avait les Turcs, puis les Anglais. Comme le territoire de Vladimir prospère, il faut de la main-d'œuvre. On a fait venir des travailleurs arabes qui n'étaient alors pas considérés comme immigrés, mais se déplaçaient simplement au sein de l'Empire ottoman ou du système colonial britannique, par exemple d'Irak, aussi contrôlé par les Britanniques. En général, la Russie et les Arabes, mais les Anglais n'avaient absolument pas l'intention de créer un quelconque État juif. Une partie du Liban et de la Syrie ont été remises aux Français, ou bien ils ont créé un État arabe fantoche en Jordanie en y installant la dynastie hachémite. Le nom de la dynastie est hachémite, qui était étrangère à la population locale. Elle ne tenait que grâce aux baïonnettes anglaises, et tout cela était hostile à Israël. Toutes ces entités, en plus, les Anglais ont organisé dès le début de l'année 21, puis en 29, des pogroms contre les Juifs. Tout cela est également documenté. Les Juifs ont pratiquement restauré cette terre, ce qui a entraîné une émigration arabe. Puis les Anglais ont lancé la persécution, suivie du massacre massif des Juifs en Europe avec les Allemands. Ils ont complètement interdit l'entrée des Juifs en Palestine, alors que c'était précisément pour cela qu'ils avaient reçu le mandat, pour gérer ce territoire. En se référant au soulèvement arabe et aux pogroms qu'ils avaient organisés, ils ont agi ainsi. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 1920, bien avant Hitler, les Britanniques ont organisé des pogroms en Palestine, c'est-à-dire en Judée, pour traduire dans notre langue. Et ensuite, lorsque les Juifs ont commencé à fuir Hitler vers d'autres pays, les Britanniques ont fermé l'entrée aux Juifs, en invoquant le mécontentement de la population locale. À cette époque, Roosevelt a interdit l'entrée des Juifs aux États-Unis, alors même qu'Hitler proposait de tous les laisser partir. Et l'épouse de Roosevelt, Eleanor, une femme charmante, a écrit dans son journal, qui sentait bien sûr le parfum, que tout sentait déjà mauvais à cause des Juifs. Et voilà qu'on essaye encore de nous en amener de nouveau. Les Juifs ont été laissés à Hitler et on nous a dit qu'on n'en voulait pas. Bien sûr, personne n'a persuadé Hitler de tuer 6 millions de Juifs, mais il voulait les expulser et personne ne les a acceptés. A été donné à l'Égypte,
Les troupes égyptiennes ont traversé cette frontière entre la Palestine et l'Égypte avec la péninsule du Sinaï, ont envahi le territoire d'Israël et se sont dirigées vers Tel Aviv. À un certain moment, il y avait là des kibboutz juifs, des colonies juives qui ont été détruites par les troupes égyptiennes. Les habitants ont également été tués ou ont fui. Et à un certain moment, les troupes égyptiennes ont été arrêtées par les forces juives. Et c'est là que l'armée juive, toute nouvelle, a arrêté les colonnes blindées égyptiennes. Et c'est là où l'armée juive toute nouvelle a arrêté les colonnes blindées égyptiennes, que l'armée juive toute nouvelle a arrêté les colonnes blindées égyptiennes. C'est l'armée juive toute nouvelle qui a arrêté les colonnes blindées égyptiennes. Et là, l'armée juive toute nouvelle a arrêté les colonnes blindées égyptiennes. Au moment où l'armée juive toute nouvelle a arrêté les colonnes blindées égyptiennes, c'est au moment où l'armée juive toute nouvelle a arrêté les blindés égyptiens. Je vais expliquer. Quand la Union des républiques socialistes soviétiques a déclaré qu'elle allait débarquer des troupes ou frapper Israël avec une bombe atomique, les États-Unis ont officiellement déclaré qu'ils ne s'y opposeraient pas. Eh bien, comme Biden avec l'Ukraine, nous n'interviendrons pas. Nous n'interviendrons pas. Pratiquement. La tutelle sur ce projet palestinien des mains du KGB qui s'est affaibli dans une lutte inégale contre l'impérialisme mondial et s'est tournée vers l'enrichissement, a temporairement laissé de côté la Palestine, cette cause palestinienne. Le gouvernement, l'Union européenne et la plupart des pays européens officiels ont repris le flambeau et transfèrent désormais d'énormes sommes d'argent, rôle autrefois tenu par l'Union soviétique. D'ailleurs, les Arabes financent l'autorité palestinienne, l'organisation de libération de la Palestine, etc., dans toutes ses formes, beaucoup moins que les Européens et les Américains. Le département d'État a créé un service spécial pour les affaires palestiniennes. Autrement dit, aujourd'hui, la question palestinienne est largement utilisée. La poursuite par les organisations occidentales, principalement de gauche, mais pas seulement, est utilisée comme un moyen de pression sur Israël, ou plutôt comme un moyen de détruire Israël. Les bons vieux antisémites qui se sont opposés à nous depuis l'Église catholique jusqu'aux communistes veulent la destruction de l'État d'Israël pour des raisons démographiques. Ils soutiennent ce mouvement de gauche, ils soutiennent la lutte dans ce cas contre Israël sous prétexte de la guerre dans la bande de Gaza. Et puis les Arabes, ou plutôt même pas les Arabes. Ici, il y a une configuration intéressante. Ce ne sont même pas des Arabes, mais l'islam mondial, plus précisément l'islam djihadiste mondial. Parce qu'avec les Arabes, dans l'ensemble, nos relations se sont améliorées. Parce que les régimes arabes, d'abord, sont trop... Premièrement, il est impossible pour nous de détruire Israël lors d'une confrontation militaire, et deuxièmement, cela menace leur stabilité politique. Comme dit pour la National Aeronautics and Space Administration, ce jardin arabe de socialistes, Saddam, Hussein, etc. Toutes ces pléiades d'ennemis d'Israël, une fois au pouvoir, ont renversé des régimes, aussi voire plus anti-israéliens, qui avaient déjà fait la guerre à Israël. L'un des prétextes était que ces pays ne faisaient pas assez la guerre à Israël. C'est pourquoi c'est dangereux. Si tu fais trop de propagande contre Israël, tu dois détruire Israël. Si tu détruis Israël, alors on te fera des reproches.
Donc, puisque nous ne pouvons pas détruire Israël, tous ces régimes aux Émirats, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Jordanie aussi, ils abandonneront vite cette idée. De plus, on peut obtenir beaucoup d'avantages d'Israël, notamment la sécurité. Avram Shmulevitch estime que les sunnites ont renoncé à l'idée de détruire Israël, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas le détruire. Je pense qu'il se trompe. Ils n'avaient pas du tout l'intention de détruire Israël, mais plutôt de lutter éternellement contre lui, en expliquant à leurs citoyens que leurs problèmes viennent d'Israël et non des voleurs au gouvernement. C'est toujours très pratique d'avoir un bouc émissaire sur qui tout rejeter, alors pourquoi le tuer, ce bouc ? Je pense que les sunnites ont compris qu'ils gagneraient beaucoup d'une union commerciale avec les États-Unis et Israël, y compris des technologies de protection contre la Russie et l'Iran nucléaire. Mais la raison n'est pas aussi importante que le résultat. L'Europe est contre Israël tandis que les sunnites le soutiennent ou au minimum restent neutres. Voici comment Israël détruit de grands immeubles à Gaza. Voulez-vous voir ? Attendez plus de détails. Qu'est-ce qu'il reste encore dans la bande de Gaza ? Et au final, Mais les militaires israéliens bombardent ce qu'ils appellent des immeubles de grande hauteur dans la bande de Gaza, un bâtiment après l'autre. Les raisons ont déjà été expliquées, mais en plus Israël rend cette zone inhabitable. D'accord, maintenant. Aux premières heures de l'aube, le porte-parole militaire israélien a annoncé une zone humanitaire à Al-Mawasi, Khan Younes, à Gaza, en prévision d'une extension des opérations militaires. Le représentant militaire israélien pour les médias arabes, Avihai Adrae, a déclaré que la zone comprendrait des infrastructures telles que des hôpitaux de campagne, des conduites d'eau, des installations de dessalement et des stocks de nourriture. Les Palestiniens affirment qu'il n'y a aucune zone sûre dans la bande de Gaza. Les dirigeants israéliens, dont le ministre de la Défense, ont prévenu le Hamas. Accepter les conditions d'Israël ou Gaza subira le même sort que Rafah. Ces commentaires ont été faits après que le Hamas a déclaré être prêt à libérer tous les otages d'un coup pour mettre fin à la guerre. Le bureau de Netanyahou a fixé 5 conditions pour finir la guerre, dont la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas, la démilitarisation de Gaza et le contrôle sécuritaire et administratif israélien sur Gaza. La direction du Hamas s'est adressée à Netanyahou avec une proposition. Ils remettent plus de 40 otages vivants et morts, et Israël arrête son offensive. Dans un message, Donald Trump a écrit que si le Hamas libérait tous les otages restants, la situation pourrait rapidement changer. Les médias israéliens rapportent donc que le chef d'état-major de Tsahal prévoit d'avertir le gouvernement Netanyahou qu'il n'y aura pas d'autre choix que d'instaurer une administration militaire dans la bande de Gaza si le plan de prise de la ville de Gaza est mis en œuvre. Il est rapporté que Zamir s'oppose à cette mesure et avertira le gouvernement Netanyahou des conséquences militaires. Je ne sais pas si la direction du Hamas est prête à se désarmer et à quitter son dernier refuge, fortifié par des centaines de tunnels et des milliers de bombes. C'est la ville de Gaza. Naturellement, Israël est prêt à aller de l'avant. Cette fois, sans les restrictions qui avaient été imposées lors de la première phase de l'opération. Ils appelaient l'opération le char de Gidéon. Maintenant, ils disent le char de Gidéon, parce que ce qui se passe actuellement, ils l'appellent le char de sous-titres. La différence est la suivante. L'objectif de l'opération était la prise totale de la ville de Gaza. Donc 130 000 réservistes ont été mobilisés en Israël. L'évacuation de la population est en cours. La prise de toute l'infrastructure à Gaza. Près de 40% de la ville ont déjà été nettoyés. L'opération vise à l'élimination totale du Hamas, à la liquidation des derniers foyers de résistance et à la démilitarisation de la ville. Après la prise de la ville, on prévoit la destruction des infrastructures, le déplacement de la majorité de la population et une reconstruction majeure de l'environnement urbain. Si la première phase de Gidéon était concentrée sur l'encerclement et l'expulsion du Hamas, la seconde vise à l'anéantissement total de la résistance. De plus, la ville est encerclée de tous les côtés de manière à rendre toute fuite impossible.
Cela se fait à la veille de la session de l'Organisation des Nations Unies, où la France, les Pays-Bas et d'autres bienfaiteurs envisagent de reconnaître un État palestinien arabe et musulman sur le territoire d'Israël. Eh bien, les Juifs, voilà. La Palestine n'a jamais existé, c'est un lieu inventé. Jadis, Palestine des Onareka. Palestine désignait les Israélites. Oui, la solution du problème de la Palestine, c'était le problème d'Israël, le problème des Juifs. Voilà, bon, d'accord. Donc ils ont volé le nom, et tant pis pour eux. Ce qui est important, c'est autre chose. Ce qui est important, c'est que Israël a finalement décidé d'agir comme tous les autres. Les Britanniques, par exemple, lorsqu'ils ont bombardé Dresde. Et ainsi de suite. Je ne vais même pas rappeler tout le reste, comme lorsque l'Union soviétique bombardait absolument tout ce qui se trouvait sur son chemin. Habitation, non-habitation. Et il ne nourrissait pas, il ne transmettait pas de médicaments, et il n'était pas responsable du fait que les enfants n'allaient pas à l'école à cette époque. Bon, d'accord, mesdames et messieurs. Et le monde a une attitude assez biaisée envers Israël, parce qu'il est peuplé d'une population étrange, de gens étranges. On les appelle les Juifs. On les appelle aussi Ivris, Hébreux, et d'autres, disons, d'autres noms bibliques. Mais l'essentiel est le suivant. Pour une raison quelconque, ils sont le peuple élu, et c'est ce que les autres ne peuvent pas supporter. Peut-être qu'ils ne pensent pas comme ça, ils ont autre chose en tête. Dans leur tête, les Juifs sont pouilleux, ou bien les Juifs zézéens, ou encore les Juifs vendraient Varsny pour une bouchée de pain, alors que eux-mêmes sont prêts à vendre pour encore moins. Oui, donc les Juifs vendraient pour une bouchée de pain. Mais le plus important, c'est ceci. La plupart des gens ressentent leur propre infériorité, et c'est pour cela qu'ils détestent les Juifs. Et plus les Juifs reçoivent de prix Nobel, plus ils créent de médicaments, plus ils inventent des iPhones et d'autres startups, plus cela met en évidence leur infériorité. Et d'autant plus ce qu'on appelle l'envie, c'est-à-dire une jalousie sauvage, injustifiée et même honteuse, qu'il faut bien sûr masquer par des mots intelligents et jolis. À bientôt.